Merci Laurent. Bien, alors je préviens tout de suite que j'ai des micro-coupures chez moi. Mon fournisseur d'accès s'appelle SFR, donc ça ne lui fera pas de la publicité si vous ne m'entendez plus à un moment donné. En tout cas, merci de m'avoir invité dans ton séminaire. En fait, j'avais oublié que tu m'avais si gracieusement invité, et c'est en lisant mon agenda il y a 2 semaines environ, 2, 3 semaines, que je me suis dit, ah zut, il va falloir que je prépare quelque chose. Et en fait, comme tu l'as dit, j'ai travaillé pas mal sur ces questions de cinéma scientifique, avec des guillemets évidemment autour du mot scientifique, mais actuellement, je ne suis pas trop dessus. Donc, il a fallu que je me replonge déjà dans ce que j'avais écrit, hein, parce qu'il faut éviter de dire l'inverse de l'écrit dans l'ensemble. Et puis, plus je lisais ce que j'avais écrit, plus, en fait, je me posais de questions. Et donc, c'est terrible. Je me réveille la nuit, je me pose des questions, je ne sais pas comment résoudre parce que je n'ai pas les outils à disposition. Voilà. Et donc, ça m'a plutôt troublé. Je suis très content d'être là, mais je suis également très, très troublé par le fait d'intervenir comme ça, en particulier sur Commandon. Donc, Flavia a résumé effectivement l'activité de Commandon, ce côté protéiforme un petit peu de cette production, ce qui permet aussi de se poser la question, est-ce que c'était toujours Commandon qui faisait l'ensemble des films qui lui sont attribués? Donc il avait probablement un rôle de chef de service, on va dire, et il y avait des opérateurs qui devaient avoir la main libre sur la production de ces films. Mais bon, ce n'est pas le sujet parce que je ne travaille pas là-dessus, à vrai dire. Euh, je, vais, euh, je vais essayer de tenir un propos par rapport à la période de votre séminaire, donc 1908. 1919. Alors, je n'ai pas lu toutes les idées qui vous avaient permis de définir cette période précisément, même si je le devine. Et donc, je me suis dit, tiens, Commandon, il rentre bien là-dedans, finalement, dans la mesure où commence véritablement sa carrière cinéma, entre guillemets, à partir de la fin 1908 et surtout 1909. À partir de mai 1909, il a commencé à tourner des films en nombre pour le compte de Pathé avec les moyens de Pathé. Un autre aspect qui m'intéresse, il m'a toujours intéressé, c'était la communication en termes de santé publique. Et donc, c'est l'émergence de ces films français sous l'égide en particulier de la mission Rockefeller et plutôt vers la fin de la guerre, donc 1918-1919. Donc, on est pile poil dans les bornes que vous avez définies. Donc, à partir de là, oui, très bien, je me suis dit, ça tombe bien. Et je me suis dit, mais comment faire ça? Et en fait, j'ai pensé à un moment qui a été important dans ma petite existence. Alors, il y en a plusieurs. Là, je veux saluer Michel Marie, dont j'ai vu le nom s'inscrire en bas et qui a été très important pour moi. Alors, je vais montrer 2 ouvrages comme ça, hein, dans lesquels j'ai par ailleurs écrit. Donc, voilà, c'est pas pour faire de la pub, hein, parce que je pense que ça doit être introuvable. Donc, ce premier ouvrage, c'est celui qui avait été coordonné par André Gaudreau, que tout le monde connaît. Pour cet ouvrage, j'étais un jeune, tout jeune étudiant en cinéma. Donc, je ne sais pas, je devais être en licence ou maîtrise. J'avais eu une équivalence à la suite des études que tu as évoquées tout à l'heure. Et je me trouvais à Pordenone, en Italie, pour le fameux festival du film.
Gros, avec qui j'avais sympathisé, Paolo Carchiuzza. Il devait y avoir Michel aussi, qui était présent. Il y avait Emmanuel Toulet. Un jour où il faisait très beau dans cette ville rayonnante, se dirige pour aller voir des films. Bon. Alors, moi, je m'incruste, hein, j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, donc je dis, bah, je peux y aller, et Gaudreau, avec son accent, me dit, bah, suis-nous, et Paolo également. Et donc, je me retrouve dans une salle, à l'Aula Magna, où on va diffuser une VHS, hein, c'était donc une lointaine époque, une VHS dans laquelle je vois un certain nombre de films qui évoquent la science, Le déjeuner du savant, dont on a parlé tout à l'heure, il me semble, ou d'autres films comme ça. Et à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Au même moment, il y avait un comité audiovisuel santé qui existait et j'avais été invité à aller sur place. Bon, il ne se passait pas grand-chose, mais il y avait une petite salle obscure comme ça et je rentre dans la salle obscure et qu'est-ce que je vois brusquement? La séparation de Boudica et Radica par le docteur Doyen, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je vois ça, je sursaute, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Et donc, ça a déclenché ce que tu sais, c'est-à-dire une réflexion sur la vie et l'œuvre de ce docteur Doyen. Mais le moment le plus important pour moi, et ça reste toujours le plus important, c'est Ciné-Mémoire. Alors, je le mets comme ça pour qu'on le voit bien. Ciné-Mémoire, c'était en 93, octobre, novembre, donc 1993. Christian Legge, donc décédé depuis quelques années, m'a soumis l'hypothèse d'un cycle sur la syphilis au cinéma. J'ai trouvé cette idée absolument géniale dès le départ, parce qu'à côté, il y avait évidemment des films sur l'esthétique, de grands réalisateurs, etc. Tu connais mon goût pour ce genre d'études. Et la syphilis, j'ai trouvé ça génial. Et à partir de là, j'ai vu des tas de films sur la syphilis. C'était passionnant. Je découvrais un monde que je ne connaissais pas, hein, parce que mais en même temps qui résonnait avec mon activité, puisque j'étais enseignant, j'étais plutôt à l'hôpital, effectivement, à l'époque, et je travaillais sur le sida. Donc, il y avait une résonance entre les deux thèmes. Et je me souviens avoir présenté dans une grande salle de Chaillot deux premiers films que je vais vous montrer, grâce à l'obligeance de Béatrice de Pastre, qui est parmi nous, qui s'intitule donc Spirocheta pallida, le spirochète pâle, qui date de 1909, et le second, c'est On doit le dire, qui date de 1918, diffusé plutôt en 1919. Donc on est pile poil toujours dans le cadre des dates du séminaire. Je me souviens d'avoir présenté ça dans une salle de Chaillot qui n'était pas complètement pleine, je dois quand même l'avouer, et avec des spectateurs absolument sidérés parce qu'ils voyaient, et j'avais trouvé ça carrément jouissif, quoi. Et donc, ça a déclenché probablement mon goût pour les expériences un peu alternatives par rapport à ce qui peut se faire dans le cadre du cinéma. Donc, je vais tenter, dans un premier temps, de partager mon écran et de vous montrer ces deux premiers films où il y a un point commun. Donc, les plus attentifs vont repérer le point commun, bien évidemment. Donc, je partage l'écran, ce qui vous permet d'admirer le Puy-de-Dôme que j'ai mis là spécialement pour Laurent. Donc là, il faut que j'appuie sur VLC que je connais depuis hier et que je clique dessus. Non, continue. Voilà. Alors, je suis déjà très loin, puisqu'on essayait tout à l'heure le film en question. Et là, ça marche. Merci, Béatrice. Je vais le faire un peu plus grand, donc il faut que j'appuie ici. Donc, c'est un des premiers films de Jean Commandon qui a été diffusé dans un premier temps
à l'Académie de médecine, cette fameuse séance qui va tout déclencher en quelque sorte, la carrière de commandant. C'est à partir de là qu'il va devenir le personnage que Flavie vous a décrit tout à l'heure. Et voilà. Donc il y a des intertitres qui ont été rajoutés a posteriori. Au départ, c'est un film de recherche, il faut le rappeler, qui a été réalisé probablement à partir d'échantillons de l'hôpital Saint-Louis, où exerçait Jean Commandon. Et il cherche à montrer ce spiroquète pâle, qui est l'agent de la syphilis, le responsable de la syphilis, et il a absolument besoin de les montrer en mouvement pour distinguer ce spiroquète des autres spiroquètes qu'on appelle commensaux, qui ne sont pas forcément méchants, mais qui ressemblent à cette petite bête. Pour une raison, c'est qu'il veut faire des diagnostics avec certitude de l'infection par ce parasite. Et donc de la maladie qu'il génère. Alors, je ne vais pas raconter en détail les débuts de Commandon, parce que justement, en relisant ce que j'avais écrit, je me suis dit, il y a des points quand même qui mériteraient d'être approfondis, mais là, ce n'est pas le lieu, et surtout, ça n'est pas suffisamment avancé pour que je vous dise des nouveautés, que je vous donne des nouveautés révolutionnaires. Donc, vous voyez, c'est un film scientifique, expérimental aussi. Hein. Il s'agit d'injecter le spiroquète dans la cornée d'un lapin, en l'occurrence, et à partir d'un prélèvement qui est fait sur cette cornée, eh bien, on voit le spiroquète en action. C'est un moment clé de la carrière de Commandon. Voilà. Alors, le film dure environ 3 minutes. D'un point de vue narratif, je le reconnais, c'est un peu léger, mais d'un point de vue nouveauté, c'est absolument révolutionnaire. Déjà, vous voyez l'utilisation du fond noir, qui est la caractéristique première, enfin au début du cinéma de Jean Commandon. À noter quand même que l'ultramicroscope, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, n'a été inventé par les Allemands en 1903. Donc Commandon n'a pas inventé évidemment l'ultramicroscope, mais il va être l'un des premiers à montrer des images obtenues à l'aide de cet ultramicroscope. Donc on remercie les archives du film pour ce film. Voilà. Ah oui, ça s'enchaîne, c'est extraordinaire. Le deuxième film, c'est On doit le dire, qui date donc de 1918-1919, où il est question des maladies dites honteuses, donc les maladies sexuellement transmissibles, c'est la formulation actuelle, avec au départ un discours du conférencier qui évoque les problèmes de santé, ce qui pose d'ailleurs dans ces films-là le problème de la sonorisation des films en salle. Mais bon, c'est une question trop vaste. Donc il s'agit d'un dessin animé, comme vous pouvez le constater, dont Commandon a supervisé la réalisation. On a trouvé dans les archives de la famille Commandon, qui sont, j'imagine maintenant, à la Bibliothèque nationale de France, des éléments à noter de la main de Commandon, des indications très précises. Et donc, on nous explique les problèmes de la syphilis en prenant deux exemples, donc deux militaires qui vont avoir deux comportements différents. Alors évidemment, à l'époque, la syphilis, c'est une maladie qui est transmise par les femmes. Alors je dis évidemment avec un sourire, évidemment. Ça se transmet dans les deux sens, mais on évoque la prostituée qui va contaminer en quelque sorte le brave soldat
et le suivant. Donc il y a une volonté d'humour. Il faut savoir quand même que ces films n'étaient pas projetés auprès du grand public, enfin à ma connaissance, ou très peu en tout cas. Il était projeté plutôt aux militaires au moment de leur incorporation. Le rôle de la musique. Et donc voilà, nous avons deux personnages qui ont été contaminés. Et donc ça ne va pas fort. Donc, dans le dessin animé, on va montrer les symptômes, on va évoquer la question des charlatans, hein, puisqu'il y en avait un nombre incalculable à cette époque, et puis le diagnostic qui est vite fait par le médecin aide-major ou caporal ou je ne sais quoi qui accueille le patient. Donc on est dans le laboratoire et on regarde à travers le microscope, qui soit dit en passant est un microscope solaire, et on voit le spiroquet. Bon, évidemment, tout le monde s'est aperçu que les images que vous voyez là, dont cet insert, sont des images qui proviennent du film de 1909 et ne correspondent absolument pas au cas d'un être humain contaminé, puisque je vous ai dit que c'était un lapin qui avait été contaminé. À partir de là, dans ce film, on va expliquer ce qu'il faut faire pour faire en sorte de ne plus être contagieux et se marier et donc avoir des enfants. Prescription des médecins. Et pour bien convaincre le patient, eh bien, on va lui faire voir des types de lésions syphilitiques, en évitant les plus obscènes, bien évidemment. Et donc, on va montrer le chancre, qui est un positionnement pas assez commun quand même à l'époque, de la lèvre provoquée donc par la syphilis. La jambe aussi, pourquoi pas. Donc, images documentaires qui ont été tournées très probablement dans des services hospitaliers et plus précisément à l'hôpital Saint-Louis, donc un retour en quelque sorte de Commandon dans cet hôpital où il avait démarré son activité photographique puis cinématographique. L'autre, qui est évidemment italien, vous l'avez bien compris, ne respecte absolument pas les conseils du médecin et donc son cas va empirer. Il ne se soigne pas et vous voyez le désastre. Alors, tout ça est vrai. Hein. Bon, évidemment, ce n'est pas aussi gros ou aussi significatif que ce que vous voyez dans les dessins, mais c'est tout à fait vrai. Donc, on peut imaginer les conférences qui sont tenues autour, pendant, après la projection des films à l'occasion des réunions d'incorporer les jeunes soldats. Donc ensuite, un problème qui est très surestimé à l'époque, celui de ce qu'on appelle l'hérédosyphilis, donc la transmission héréditaire. C'est évidemment faux, hein, c'est une transmission par le placenta des défauts que vous voyez ici. Effectivement, ce n'est pas très brillant. Notre personnage continue à se dégrader, et c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe, souvent, pour finir, au bout de quelques décennies, à la paralysie générale dont est mort Maupassant, par exemple. Et voilà ce que ça donne. Donc faites très attention. Alors
Alors, c'est un peu réducteur, mais il y a du vrai dans tout ce qui est écrit là. Voilà, vous voyez, c'est le bonheur absolu pour être confiné. Donc, voilà, deux exemples de films qui partent de la même base. Un premier qui est un film de laboratoire, on peut l'appeler comme ça, puisque pour réaliser ce film-là, bah, il a fallu faire de l'expérimentation animale. Je rappelle aussi que le film scientifique a pour objet de réduire la pratique de l'expérimentation animale, puisque une fois que vous l'avez filmé, idéalement, vous pouvez le projeter dans les amphithéâtres, le projeter dans les lieux d'enseignement, et donc vous n'avez pas besoin de répéter l'action assez désagréable que vous avez réalisée la première fois. Et donc, ce film de laboratoire est ensuite réutilisé, entre autres, dans ce film qui s'appelle On doit le dire. Alors là, j'ai préparé un petit PowerPoint, mais le problème, c'est que je ne l'ai pas terminé. Mais ça nous permettra quand même d'aborder quelques questions. Ah oui, non, ça, il faut que j'éteigne. VLC, je ne maîtrise pas du tout. Donc, excusez-moi, petit problème technique, indépendant de ma volonté, quoique. Il faut que je ferme quelque chose, mais quoi ouais, bon. Vous voyez, hein, la technique, il faut que j'éteigne. Ah, je revois le puits de Dôme là derrière, ça va mieux. Donc, je voulais vous montrer le petit PowerPoint en question. Donc là, vous êtes en train de me voir, mais je le positionne pour ne pas paraître trop stupide. Et je vais partager l'écran. Et voilà. Je peux mettre en plus grand, mais je pense que vous voyez quand même là, c'est bon? Oui. Bien. Donc ça, c'est le titre, effectivement, que je t'ai proposé, Laurent, il y a quelques jours. Et après les deux premiers films, qu'on peut définir le premier comme un film trace, c'est-à-dire le témoignage d'une manipulation et conséquence de cette manipulation d'une observation, une trace qui a pour vocation de durer, idéalement dans le cadre de l'enseignement. Et le second, on doit le dire, c'est un film qu'on pourrait définir comme film message, donc il fait passer un message très très clair. Ne vous contaminez pas. Si vous êtes contaminé, soignez-vous pour éviter tous les dangers liés à la syphilis, ce qu'on appellerait de nos jours des films d'éducation à la santé. Et je dois avouer que cette question m'intéresse actuellement prioritairement. Et donc, bon, je ne vais pas rappeler ce qu'est l'éducation à la santé, mais globalement, c'est comment se maintenir en bonne santé et si par malheur l'incident arrive, quels sont les moyens de trouver une aide pour se guérir ou pour pallier le problème. Alors donc ces films donc peuvent être résumés par des images comme celle-ci. Donc vous avez des films qui sont tournés vers 1909 par Jean Commandon. Donc ici vous voyez en haut à gauche donc le Spiroquet pâle hein, que je vous ai montré tout à l'heure. À côté, le Spiroquet de Vincent. À côté, vous avez le Spiroquet de l'eau croupie. Tout ça sont des films qui ont été numérisés par le CNC et par les archives du film. Et le dernier, tout en bas, c'est le Trypanosome gambiense, donc responsable de la maladie du sommeil en particulier. Ils ont tous, allez voir comme ça, les mêmes caractéristiques, l'utilisation du fond noir, le fait que les micro-organismes paraissent
brillant, voire extrêmement brillant sur ce fond noir, donc déclenche une sorte d'inversion de contraste par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et d'emblée, il y a un aspect esthétique qui n'était certainement pas voulu à l'origine par Jean Commandon, mais qui saute aux yeux ensuite quand on les voit projetés devant nous. On ne comprend pas forcément, et souvent pas du tout, de quoi il s'agit, mais c'est assez impressionnant, surtout sur un très grand écran. Et ça, c'est signifié dès 1909-1910, les premiers moments où on les projette. Donc, ce sont des films courts, très courts, le temps de l'observation, tout simplement, et donc l'utilisation systématique de ce fond noir. Et puis, vers 1919, on a des films qui sont différents, ce que j'ai donc appelé les films messages, et qui semblent ne se trouver véritablement que dans la dernière partie de cette partie du corpus de Jean Commandon. Et donc là, vous voyez en haut 2 images tirées de comment on attrape les maladies. Hein, et donc, c'est tout à fait d'actualité. Hein, c'est exactement ce qu'on vous dit par rapport au virus qui nous casse les pieds depuis un certain temps. Hein, donc, de ne pas trop se rapprocher d'une personne qui tousse, de faire attention également aux virus manuportés, comme on dit, c'est-à-dire transportés par les mains. Et en dessous, vous avez les ongles en deuil et l'utilisation pour la première fois en France, me semble-t-il. On va évidemment trouver un contre-exemple en cherchant bien, mais enfin, bon, je me permets de le signaler, des statistiques sur la tuberculose et des représentations du pays et des différents départements, comme on peut les voir assez régulièrement à la télévision depuis quelques mois, avec des zones qui sont sombres, voire noires, où l'endémie tuberculeuse est très marquée, et puis des zones qui sont beaucoup plus claires, où ça se passe mieux, mais attention, on peut éventuellement transmettre d'un département à l'autre le problème. Donc, quand on voit ça, on a l'impression, en regardant de loin, que le passage du film, alors je fais abstraction du film de vulgarisation scientifique d'enseignement dans lequel je ne sais pas toujours quel est le rôle de Commandon. Donc c'est pour ça que je me focalise sur les films qui montrent des microbes, hein, pour utiliser la formule de l'époque, qui sont soit des bacilles, soit autre chose. On peut penser donc que le passage de Jean Commandon au film bactériologique, on va les appeler peut-être comme ça, au film message, donc celui qui fait de l'éducation à la santé d'une manière ou d'une autre, c'est fait sous l'influence de l'arrivée de ce qu'on appelle la mission Rockefeller. J'avais écrit un article dont que vous pouvez trouver dans la revue 1895. Je tiens à signaler qu'il manque un E à Rockefeller et que je ne suis pas responsable de cet incident. Donc, on peut penser donc que c'est la mission Rockefeller et donc que c'est sous l'influence des Américains que Commandon se serait mis à faire des films-messages, donc en vue d'éduquer en quelque sorte la population. Alors, ce n'est pas vrai quand on observe le corpus, et c'est peut-être même l'inverse. Et ça, c'est un point qui m'a sauté aux yeux quand j'ai parcouru un petit peu les éléments que j'avais sous la main. Et je vais prendre un exemple qui est cet ensemble de petites bêtes microscopiques qui évoquent en fait une maladie qui fait des ravages à l'époque et qui continue à faire des ravages, mais dans les pays plutôt du Sud, qui s'appelle la fièvre typhoïde, qui est due donc à une bactérie qui est appelée le bacille d'Hébert. Donc c'est sous ce nom, sous ce titre, que le film
a été numérisé par les archives du film, ou qu'on appelle plus communément de nos jours la Salmonella typhi. Donc Hébert, en fait, c'est le découvreur, un Allemand, découvreur pour la première fois du bacille en question. Ça fait encore, j'ai vérifié, 100 à 200 000 morts par an, la fièvre typhoïde. Donc en 1910, Jean Commandon va réaliser un film qui va s'appeler donc Bacille d'Hébert, un film court comme la plupart de ces films d'observation bactériologique. À ma connaissance, je me trompe peut-être, je n'ai pas les éléments sous la main, le film n'a pas été projeté en salle sous sa forme isolée, même s'il apparaît ultérieurement dans les fameux catalogues qu'évoquait Flavia, les fameux catalogues du pâté enseignement qui s'adressait effectivement, je suis d'accord avec elle, plutôt à l'enseignement supérieur. En revanche, il apparaît dans un film de montage qui est, à ma connaissance, le premier explicite projeté en France. Nous sommes en 1910 et ce film, malheureusement, je ne l'ai jamais vu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une copie encore existante. En tout cas, il n'apparaît pas dans le corpus que nous avions constitué avec toute l'équipe des archives du film. Il s'agit de Faites bouillir votre eau. Donc le titre est absolument étonnant déjà, Faites bouillir votre eau. Donc vous avez le précepte d'hygiène qui se trouve explicitement dans le titre. C'est, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent à ce film dans la production anglaise, sur laquelle je vais revenir brièvement, et surtout pas dans la production américaine. Donc, avant de préciser un petit peu plus ce que je perçois de ce que devait être ce film, d'après les comptes rendus, les résumés qu'on trouve ici et là, je fais un petit rappel. Donc, il va s'agir d'observer une goutte et donc de voir dans cette goutte d'eau des êtres microscopiques variés qui vont surgir les uns après les autres sur l'écran. Alors le thème de la goutte d'eau, si j'ose dire, irrigue toute la vulgarisation scientifique de la fin du 19e siècle. Par exemple, donc ici, ce que vous voyez, c'est une conférence, une lecture pour lanterne de projection, éditée donc à Londres en 1893 par un éditeur qui s'appelait Walter Tiller. Et c'est un ensemble de 36 plaques qui se succèdent suivant le mode et la procédure qu'applique très bien Laurent Manoni à la Cinémathèque quand il a l'occasion de faire ses projections avec Laure Parchomenko. Et donc, vous voyez tout ce qu'on peut trouver comme petites bêtes à l'intérieur. Vous avez bactérium, ce qui est relativement vague. Mais bon, quand vous regardez, il n'y a pas de méchante. Voilà, c'est pas explicite en tout cas. En revanche, quand on regarde quelque chose qui va énormément influencer Jean Commandon, qui va encore plus influencer, c'est une évidence, Charles Pathé, quand on regarde ce catalogue que nous avions retrouvé dans les archives de Jean Commandon, quand nous y étions allés avec toute l'équipe, avec Patrice, avec la regrettée Magali Balthazar, qui nous a quittés il y a peu, eh bien, ce magnifique catalogue qui est produit par Charles Urban, qui était une sorte de génie, un intuitif, qui a écrit des choses tout à fait remarquables et qui a été le premier, très clairement, sur
le rôle du cinéma comme éducateur du monde, comme il l'écrit au bas de cette première page, eh bien, quand on regarde à l'intérieur, on découvre ce qui est en fait l'équivalent de conférences pour lanterne magique, mais appliquées au cinéma et donc en mouvement, donc donnant encore plus de relief à ce qui est montré. Il utilise un système de micro-cinématographie solaire, hein, c'est-à-dire avec un éclairage qui fait que le fond est clair et que les micro-organismes apparaissent sombres et contrastés sur ce fond clair. Voilà, il explique tout ça à l'intérieur. Il insiste beaucoup sur le grossissement, cette notion de grossissement, magnification, donc qui est essentielle dans le discours de Charles Urban et qui est implicite dans toute la propagande qu'il y aura autour des productions de Pathé. Et donc, il y a plusieurs types de conférences. Il y a celle qui est la plus connue des historiens, parce qu'il en reste quelque chose, c'est à travers le microscope, dans lequel on voit ce fameux fragment qui est détenu par le BFI et qui représente donc le déjeuner du savant, en l'occurrence Martin Duncan, qui était le naturaliste, le spécialiste des sciences naturelles qui travaillait pour le compte de Charles Urban et qui est un personnage fondamental évidemment dans toute cette histoire. Et puis, ce qu'on voit, donc, ce film représente le déjeuner du savant, donc il tartine son pain avec du fromage, ensuite il découvre les petits organismes qui bougent, se meuvent à la surface donc, de sa tartine, et bon, tout ça est bien connu, je ne peux pas vous le montrer malheureusement. Et puis on voit également des petites gouttes d'eau qui sont analysées de la même manière, où à partir d'un prélèvement dans une mare ou un étang, eh bien, on obtient un certain nombre d'images en mouvement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le 10e plan de cette série qui en contient, je crois, une trentaine, un peu moins d'une trentaine, entre 20 et 30, typhoïde et autres. Donc là, évidemment, dans le commentaire, un film remarquable sur des germes, hein, et en particulier sur le germe de la typhoïde, donc le bacille des pères, qui pour la première fois a été filmé. Donc voilà un événement, la first time dans l'histoire de la recherche scientifique. Donc, Commandon, quand alors, quand je dis Commandon, c'est plus compliqué que ça. Commandon, on peut être sûr qu'il filme les préparations microscopiques. Il les filme attentivement, avec précaution, en les commentant pour lui-même. Donc, on en parlait avec une étudiante de l'Université de Paris, comme on s'appelle effectivement actuellement, qui est Léa Gagnant, qui est présente parmi nous, qui justement fait son mémoire de M2, quelle coïncidence, sur Jean Commandon. Et n'étant pas enseignant de cinéma, j'ai quand même le bonheur de m'occuper de son mémoire. Et elle était fascinée par les carnets de Commandon qui, pour la plupart, étaient rédigés sous forme de sténo. Évidemment, Commandon connaissait parfaitement la sténo. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des études commerciales auparavant et que c'était une des obligations, en quelque sorte, pour exercer une activité commerciale. Et Léa a trouvé, enfin, s'est rendu compte, et de façon tout à fait pertinente, que si on voulait vraiment comprendre la personnalité
Jean Commandon, il fallait dans un premier temps apprendre la sténo pour décrypter les centaines de pages et de commentaires qui accompagnaient en quelque sorte, entre autres, ces prises de vue, mais également ces observations qui se faisaient parfois sans la caméra ou l'appareil photographique. Pour en revenir donc à Faites bouillir votre eau, film qui me fascine, et je lance un appel, un cri sur le web, puisque nous allons nous retrouver sur ce cher Google. Ce film fait 270 mètres, ça veut dire qu'il est très long. Il est moins long quand même, notez-le, que les films de précédents d'Urban qui sont démesurés, 560 mètres, 620 mètres, qui dit plus. Donc c'est un film. Excusez-moi, j'espère que vous m'entendez, ma connexion est instable, mais vous êtes toujours là, rassurez-moi. On entend toujours. Je peux parler tout seul, mais oui, bon, c'est bien, c'est rassurant. Je suis rassuré. C'est bien, Thierry. Hein. Ah, bah, je suis rassuré, merci. Donc, Faites bouillir votre eau, disais-je, c'est un film qui est quand même très très long, et je vous fais un résumé d'après ce que j'ai lu ici et là. Donc, un assistant scientifique, on ne sait pas trop quel est son rôle, va chercher de l'eau dans un ruisseau. Et il retourne au laboratoire, il prépare une lame, donc il met une goutte d'eau à l'intérieur des deux lames, et il observe au microscope plusieurs choses. Alors ça commence très fort par le germe, en fait, donc le bacille de la fièvre typhoïde, grandit 40 000 fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est plus gros que King Kong. Puis ensuite, des petits crustacés divers qu'on peut trouver dans les mares, dans les ruisseaux. Donc, il y a un peu de tout, des daphnies, des rotifères, des ostracodes, des copépodes, qui, pour la plupart, ont été effectivement filmés au microscope par Jean Commandon. Voilà, donc on voit tout ça. Donc on voit une opération préliminaire dans toute démarche naturaliste, au sens science naturelle évidemment du terme. On voit ce qu'on voit à travers le microscope, et ensuite, après la présentation de tous ces petits organismes dont le plus méchant est évidemment la fièvre typhoïde, donc les images que je vous ai montrées précédemment, eh bien, le préparateur décide de faire bouillir son eau, de la filtrer, puis de la remontrer à l'aide du microscope et de la montrer exempte des bactéries, en particulier pathogènes, qui s'y trouvaient. Donc c'est passionnant, c'est absolument passionnant. C'est un film absolument révolutionnaire pour l'époque. Et on ne peut que se poser une question à laquelle je ne serais incapable de répondre, c'est pourquoi on n'a pas continué à faire des choses comme ça, et donc à propager des informations concernant la santé, le maintien de la santé, auprès des populations. Alors, ensuite, il suffit de lire la presse de l'époque pour savoir que la formule « faites bouillir votre eau » était très classique en France dès qu'il y avait suspicion ou épidémie de typhoïde. Évidemment, tout le monde n'avait pas l'eau qui arrivait par des robinets, et donc on allait trouver de l'eau là où elle se trouvait, dans des puits qui pouvaient être contaminés, dans des ruisseaux, dans des rues, etc. Ce qui fait qu'il y avait effectivement des épidémies de typhoïde. Et ce qui est très intéressant quand on lit également cette presse, c'est qu'il y a plein de gens qui ironisent sur le sujet, qui se moquent du fait qu'à chaque fois qu'il y a un doute, le maire se sent obligé d'afficher faites bouillir votre eau dans tous les coins de sa ville. Vous noterez que ce type d'ironie existe toujours à notre époque. Donc, je ne reviendrai pas sur les différents débats que nous assistons de manière un peu éberluée depuis quelques mois. Donc, le film est un film de montage. On peut dire que c'est
on va dire, un compendium, en quelque sorte, des connaissances qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une goutte d'eau non potable, en pratique, puisque c'est bien le terme de potable qui est important ici. C'est aussi, à l'évidence, un film message qui est explicite, aussi bien par son titre que par l'irruption de ce terroriste qui s'appelle le Bacille d'Hébert, qui en tout cas est censé terroriser la population, et sa conclusion qui nous apprend comment éviter d'avoir la typhoïde, c'est-à-dire en faisant bouillir effectivement l'eau, en la filtrant idéalement, et à ce moment-là, les germes n'y sont plus. Donc, moi, je suis étonné, mais je me trompe peut-être que Béatrice pourra me donner des informations là-dessus, mais qu'il n'y ait pas de copie disponible de par le monde, voire l'univers de ce film, qui me semble d'une importance phénoménale. Mais en même temps, ça me plaît parce que j'aime bien les chaînons manquants en général, et j'avoue que je m'intéresse parfois encore plus aux films qui n'existent pas, que je ne peux pas voir, que je me contente d'imaginer, qu'aux films qui existent, ce qui est quand même dénote d'un esprit un peu pervers. Mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est très important ce film, parce que faites bouillir votre eau, il figure parmi les 11 films, il n'y en a pas beaucoup, hein, 11 films, qui figurent dans le premier recueil de films cinématographiques qui portent sur des sujets de santé. Donc, c'est une sorte de petite brochure éditée par l'Association nationale pour l'étude et la prévention de la tuberculose, association américaine en l'occurrence, et qui sort début 1912 et qui visiblement qui, recense ces 11 films disponibles. On est vraiment dans la proto-histoire, on va dire, du cinéma de santé. Et parmi ces 11 films, la plupart sont des films romancés qui ont été produits par la compagnie Edison à l'aide de cette association de lutte contre la tuberculose. Ça, c'est très connu. Il y a eu plusieurs textes d'Américains en particulier sur cette production. Il y a 6 films en pratique qui accompagnaient la campagne pour la vente du timbre anti-tuberculeux. Je regarde ma montre parce qu'il ne faut pas non plus que je déborde trop. Et parmi ces films-là, donc la plupart sont des films fictionnels, on va dire, tels qu'on va les retrouver également chez Commandon, ça c'est indiscutable. Donc Les Ongles en deuil, l'autre où ils mangent ensemble. Enfin bon, on retrouvera les titres tout à l'heure, qui ont peut-être été mis en scène d'ailleurs par Camille de Morlon, comme l'a suggéré Éric Leroy. Et on trouve 2 films qui sont des films d'images à caractère documentaire. Le premier, c'est donc ce film, Faites bouillir votre eau, qui a été diffusé aux États-Unis, qui a été analysé aux États-Unis, commenté aux États-Unis, comme le prouve la presse de là-bas, qui a été également largement, semble-t-il, diffusé en France. J'ai fait une recherche rapide sur Gallica et j'ai vu qu'il avait été projeté dans la Somme, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, à Bordeaux, etc., etc., avec chaque fois des commentaires qui se ressemblent un peu trop pour que ce soit honnête. C'est probablement aussi les services de communication de Pathé qui sont derrière tout ça, projection à Bourges également, etc., etc. Donc le film est présenté comme une perle en quelque sorte de la production de Pathé, d'un haut niveau de contenu culturel et est censé apprendre beaucoup de choses aux spectateurs. Ensuite, il n'y aura pratiquement pas de films comme ça pendant des années. Et donc, ça me suggère que ces films n'ont pas été forcément très bien appréciés par le public. Ça, c'est une hypothèse. Les films sont muets, rappelons-le, et donc
on peut imaginer, avec l'esprit gaulois qui est le nôtre, les commentaires qui pouvaient accompagner une projection comme celle-là. Mais bon, ce sont des hypothèses. Je n'y étais pas, malgré mon grand âge. Et donc, ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un film qui date de 1913 de Pathé, qui est intitulé Le plus dangereux des insectes, la mouche. Et là, il s'agit à l'évidence d'un, je dirais pas d'un plagiat, mais d'une tentative de rééditer le succès d'un film toujours produit par Charles Urban, qui s'appelait The Fly, la mouche, ne pas confondre avec les films de fiction, et qui est sorti aux États-Unis et qui va déclencher en quelque sorte les productions de films de santé aux États-Unis, sous le titre The Fly Pest, et donc diffusé par Klein en particulier. Donc là aussi, il y a plein de littérature. Hein. Je vous renvoie à ça. Je ne vais pas vous refaire ce que d'autres ont fait, souvent bien mieux que moi. Donc ce film a énormément de succès. On se retrouve en 1913 avec Commandon. On peut être assuré qu'il intervient beaucoup dans la réalisation de ce film parce qu'il y a un nombre de plans qui évoquent la patte de Commandon. Alors, je vais quitter le PowerPoint et je vais vous montrer ce film. Et je peux le montrer ensuite, peut-être qu'on discutera, ça sera très bien comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui a disparu, mais ce n'est pas grave. Je vais appuyer là-dessus. Non, mais ça, c'est déjà fait 15 fois. Où est passé VLC? Ah, la question. Il était là, il n'est plus là. Attendez, là, je ne maîtrise pas bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Éléments récents, VLC, c'est par là, c'est ici, c'est là. Ouais, bon. Ah, voilà, il a apparaît. Bon, alors on vérifie. Excusez cette interruption momentanée de l'image, indépendante de ma volonté. C'est ce qu'on appelle une nouvelle technologie. À une époque, c'était beaucoup plus simple. Vous voyez, là, c'est en train de vérifier en plus. C'était beaucoup plus simple parce que moi, le premier film qui touche un peu cette thématique que j'ai vue, c'est pendant mon objection de conscience. J'étais à la Cinémathèque française. Donc, j'ai commencé mon objection. Je raconte ma vie, hein, mais c'est pour passer le temps pendant que la borne sautille dans tous les sens. Pendant mon objection de conscience, j'ai été placé à l'inventaire des films. C'était donc au fort de Saint-Cyr. La personne qui était au-dessus de moi, dont je ne citerai pas le nom, m'a probablement bizuté, puisqu'elle m'a donné des tonnes de copies de la Boom 2 à vérifier. Et donc, au bout de quelques semaines, ça me sortait par les yeux. Je n'apprécie pas particulièrement Sophie Marceau. J'avais trouvé un petit film 16 mm, qui était un film de Zeka, qui s'appelait donc Les victimes de l'alcoolisme. Ça a été un de mes tout premiers textes publiés dans la revue Archive, où à partir de ces quelques plans, j'avais essayé de soutirer la connaissance, là je rame un peu autant que VLC, la connaissance qu'on pouvait dégager de ce film. Donc, à l'époque, j'avais juste une petite copie 16 mm. Et donc, j'avais regardé ça sur une petite visionneuse 16 mm. Voilà, il n'y avait pas une nouvelle technologie, mais ça fonctionnait quand même. C'est téléchargé sur Internet, oui, ouvrir, comment ça marche, d'accord. C'est grotesque, hein, en plus, tout le monde me regarde. Voilà, alors, attendez, voilà, le plus dangereux des insectes. On y arrive. Vous êtes très patients, je vous apprécie tous beaucoup.
vous êtes très gentil en plus. Reprendre la lecture, non, continuez. Allez, démarrez. Voilà, alors c'est un film qui provient de la Cinémathèque française et qui a donc été numérisé dans la grande opération Commandon qui a marqué l'histoire tout court avec un grand H, et les années 2010 qui finalement étaient des années absolument radieuses, qui étaient le bon temps. Voilà, donc le plus dangereux des insectes, la mouche, et donc vous allez voir ce que vous allez voir. Donc ça commence très fort, détruisons, et voilà, un enfant qui est un destructeur par définition, et qui va s'exercer à martyriser cette mouche pour l'observer, évidemment. Il y a quand même une raison sérieuse de tout ça. Voilà, donc on voit la mouche sous toutes ses coutures. Là, elle a été collée, le dos contre je ne sais quoi. Oui, je peux le mettre plus grand. Il faut penser à tout. Alors, ce film ressemble en bien des points au film produit par Charles Urban et dont le réalisateur était Percy Smith. Donc, tout un corpus très intéressant de films qui a été étudié en particulier par le très sympathique Oliver Geiken, qui était un étudiant américain qui est venu longuement en France discuter avec Béatrice de Pastre et moi-même d'ailleurs, et qui contient à peu près les mêmes types d'images. Le discours est simplement encore plus explicite dans la version Pathé Commandon. Parce qu'il ne suffit pas de dire que les mouches sont sales, parce qu'elles vont partout, mettre leurs pieds partout, parce que voilà, elles se comportent comme des êtres sales, tout simplement. Il faut montrer en quoi le fait qu'elles sont sales peut conduire à des drames humains et des maladies gravissimes. Donc toute cette partie correspond à un film de vulgarisation tels qu'ils ont été évoqués tout à l'heure par Flavia. Et donc, on peut parfois se poser la question, est-ce que toutes ces images ont été tournées effectivement par Commandon, ou est-ce que ce sont des opérateurs qui, à partir de terrarium, ou vivarium, ou aquarium, ont obtenu ces images, on va dire, de transition qui ne nécessitent pas forcément une prise de vue micro-cinématographique. Ça, c'est une question évidemment cruciale. Je crois qu'on aura vraiment des gros problèmes pour résoudre le problème, mais je vous soumets là. Donc, les images qui deviendront ultra classiques, hein, par Thévenard et beaucoup d'autres, qui montrent donc cette évolution miraculeuse, en quelque sorte, de la mouche. Voilà, donc on apprend tout sur l'évolution de la bête, sa composition. Là, c'est clairement une prise de vue au microscope. Donc, on peut attribuer probablement Commandon.
Ensuite, ça pose la question de comment il préparait, comment il mettait en œuvre ses préparations. Il y a des dispositifs qu'on ne connaît pas précisément. On connaît évidemment la caméra, la pâtée professionnelle qu'il utilise, puis la debris qu'il utilisera plus tard. On connaît globalement le microscope en question, microscope à fond noir ou les microscopes solaires, mais on n'a pas d'indication précise des marques et surtout des dispositifs, des interfaces en quelque sorte, qui permettent d'observer tous ces aspects microscopiques de l'animal en question. Donc, comment opère-t-il? Quelle est la en mouvement? Ce sont des questions assez intéressantes qui mériteraient d'être creusées. Donc ça aussi, hein, travail de mise au point, observation, les facettes, on voit ça dans Percy Smith, mais la qualité de l'image est parfois supérieure dans la production de pâté. Alors, je vous rassure, je terminerai avec ce film sur un grand point d'interrogation, donc ce qui nous permettra de discuter après. Donc vous noterez ici quand même un effet spécial. Ça aussi, c'est peut-être intéressant de l'étudier plus précisément. Alors, on retrouvera toutes ces images évidemment dans les versions 9,5 mm de Pathé Baby ultérieurement, avec un choix d'images souvent fixes grâce au système de perforation assez spécial qu'utilisait le Pathé Baby. Et donc ces fameuses images qui montrent en particulier le bacille d'Hébert, donc le responsable de la fièvre typhoïde. Donc on retrouve là aussi une utilisation de ces images princeps, on pourrait dire, qui a été, mais dans un discours qui devient de plus en plus ferme, plus on se rapproche de la fin, hein, donc germe dangereux, dangerosité de la mouche, et on vous montre bien comment s'opère ce danger. Vous voyez les mouches qui se régalent d'un morceau de sucre, et puis ici aussi, quelque chose pour les pères et mères de famille, surtout donc un pauvre enfant qui risque d'être contaminé via son biberon, image qu'on retrouvera bien évidemment dans le dessin animé La Mouche, que j'aurai malheureusement pas le temps de vous montrer, qui est une des productions de Pathé à la mission donc après ce discours avec moi tout seul devant mon écran, en quelque sorte, je pense qu'il est temps que je m'arrête et que Laurent reprenne la main.